Désolé pour le retard, on a mis un peu de temps à se mettre en place. Bienvenue, donc conférence Marche des fiertés poudrières avec Sacha, militante à Du pain et des roses, Révolution permanente. Est-ce que tu as envie de te présenter peut-être un peu plus par rapport à ce que tu fais et tout ? Je sais pas, tu me dis. Ouais, ça marche. Du coup, je m'appelle Sacha. Comme tu as dit, je milite au collectif Du pain et des roses. C'est un collectif féministe et LGBT révolutionnaire, anti-impérialiste, qui est animé par des militants et des militantes de Révolution permanente et qui existe aussi à l'échelle internationale dans près de 15 pays du monde. Voilà. Et moi, personnellement, je suis militante sur les questions trans depuis des années, en vrai, enfin, depuis le début de ma transition, depuis plus de 6 ans. Et depuis surtout mon déménagement en France, j'ai immigré en France il y a quelques années. Du coup, voilà, c'est ça un peu mon parcours. Je suis à la fois militante politique et réfugiée trans, révolutionnaire. Ouais, un bon combo, quoi. Cool. Dans le contexte actuel, c'est chouette. Oui, c'est clair. Ouais. Donc l'idée là, c'était de présenter plutôt que de faire une conférence un peu en mode tunnel. Et je vais poser des questions à Sacha. Elle nous donne ses réponses. Et si on a le temps, ce qui est vraiment pas certain, parce qu'elle doit prendre un train, donc à 15h30, ça s'arrêtera. Quoi qu'il arrive, je suis désolée. On laissera, il y aura peut-être l'occasion, si des gens veulent poser des questions et tout, on va voir le temps que tout ça prendra. Donc, justement, on parlait du contexte. Et donc, la première question que je te pose, ça serait comment on pourrait analyser la structuration et la législation des lois anti-trans, notamment aux USA, au Royaume-Uni, en Russie, en France, qui se combinent avec l'énorme backlash européen qu'il y a sur aussi les droits reproductifs, que ce soit en Italie, en Pologne et en Hongrie. Macron qui nous a annoncé il n'y a pas longtemps la notion de réarmement démographique. Et ce serait pour savoir, avoir ton analyse par rapport à cette question-là, sur toi dans ta militance, comment tu abordes le sujet et comment tu le perçois. Juste peut-être revenir d'abord sur quelques éléments sur la situation en France, pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi, mais on est en train de vivre une offensive législative, médiatique, politique très importante contre les personnes trans, contre les droits trans depuis quelques mois. Et c'est quelque chose d'inédit dans le contexte français, mais qui arrive en réalité un peu même en retard par rapport à ce qu'on voit déjà depuis des années dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. Et en fait, on a vu qu'il y a eu 2 propositions de loi qui ont été déposées par les républicains au Sénat et par le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et ça a permis de lancer dans le débat public une discussion sur les mineurs trans, sur les personnes trans. Est-ce que c'était une pathologie, est-ce que c'était une maladie psychiatrique, etc., etc. Et on a vu aussi un gros débat médiatique autour du livre qui est sorti, Transmania, écrit par des idéologues transphobes. Je pense que certains d'entre vous connaissent tout ça, mais juste pour rappeler pour des personnes qui n'ont pas suivi forcément. Mais c'est intéressant parce qu'en réalité, quand vous commencez un peu à suivre l'actualité sur les questions trans et sur les questions LGBT, vous vous rendez compte très vite que ces dernières années, on a une espèce de pourrissement de la situation où en fait, pendant très longtemps, on avait une vision un peu qui nous a été vendue par les composantes plus libérales du mouvement LGBT, qu'on allait en fait juste progresser petit à petit d'une façon très linéaire dans la conquête des droits LGBT, et on allait conquérir d'abord le mariage gay, ensuite la PMA, ensuite les droits trans, et petit à petit on allait arriver à une espèce de l'égalité du genre. Il allait suffire juste à attendre une génération et on allait y arriver, mais on voit en fait le retour violent du bâton ces dernières années. On voit à quel point les conquis qu'on a eu en matière de droits reproductifs et LGBT sont en réalité hyper fragiles, et on a en fait un renforcement à l'échelle internationale de l'extrême droite actuellement. Donc là, on est le 9 juin, le jour des élections européennes, et quand vous regardez même la carte, la façon dont les sondages sont faits à l'échelle européenne, en fait, l'extrême droite, elle est prédite gagnante quasiment dans la majorité en réalité des pays
pays européens. Et en fait, elle va faire des scores monstres, que ce soit en France ou en Italie, avec même en France, elle est prédite à dépasser les 30%. Et en fait, l'extrême droite, oui, en Italie et dans d'autres pays, y compris en France, elle porte un discours hyper réactionnaire de restauration de la famille hétérosexuelle, traditionnelle, etc. Elle porte un discours sur le fait de revenir sur le droit à l'avortement, et elle porte aussi un discours sur les personnes trans et LGBT. Et c'est quelque chose qu'on a vu déjà se jouer aux États-Unis de façon très importante, où en fait on a eu même une révocation de Roe versus Wade, une protection historique du droit à l'avortement. Et aujourd'hui, l'avortement, il est criminalisé ou il est restreint d'une façon ou d'une autre dans presque la moitié du pays aux États-Unis. Et on a un potentiel même retour de Donald Trump à la Maison-Blanche cet automne. Et donc, il y aura potentiellement même des restrictions à l'échelle fédérale du droit à l'avortement, des restrictions à l'échelle fédérale des droits des personnes trans mineures, alors que déjà dans près de 20 États, ces droits sont fortement restreints, voire interdits. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question un peu par rapport à ces offensives, pourquoi ça prend à l'échelle internationale en ce moment, pourquoi c'est pas juste un ou deux pays, mais il s'agit de quasiment de plus de 10 pays, même en Amérique latine, dans les pays comme Pérou, le gouvernement récemment a reconnu les personnes trans et intersexes comme des malades mentaux, basiquement. En Argentine, on a un gouvernement d'extrême droite hyper réactionnaire qui promet de se venger contre les féministes, contre les wokistes. Au Canada, vous avez l'année prochaine les élections fédérales, et c'est les conservateurs qui s'alignent beaucoup sur le Parti républicain qui sont prédits gagnants. Et là, vous allez avoir un score, une purge en réalité de l'extrême droite à l'échelle européenne. Et je pense que c'est lié aussi à la période, plus généralement politique qu'on est en train de traverser, qui est celle de crise économique importante à l'échelle internationale, qui est celle d'instabilité, même des guerres qui commencent à éclater dans les territoires comme l'Ukraine, au Moyen-Orient. Vous voyez que même le génocide qui est en train de mener l'État d'Israël contre le peuple palestinien, ça risque d'être un embrasement en réalité qui fait un saut vers une guerre à l'échelle régionale entre Israël, Liban, Iran. Et donc on est en fait en train de traverser une époque qui est beaucoup caractérisée par le caractère de crise, de crise qui est multifactorielle, qui est économique, qui est politique, qui est sociale. Et dans cette période de crise, l'extrême droite, elle essaie d'offrir une réponse aux populations qui sont frustrées et qui sont en réalité en colère contre des régimes répressifs, contre des régimes aussi qui mettent en place une austérité très importante, qui coupe les services publics, qui supprime des emplois, etc. Et l'extrême droite, dans beaucoup de pays, est en train d'incarner une espèce d'alternative, une espèce d'alternance, et elle essaie aussi dans cette période de forte instabilité, comme je disais, politique et sociale, de désigner les personnes trans un peu comme un des coupables, un des boucs émissaires de cette situation, à côté des personnes musulmanes, à côté des personnes immigrées, et c'est sur ça aussi qu'elle est en train de faire campagne, même aux européennes. Moi, je pense que c'est un des éléments qu'on doit vraiment prendre au sérieux, même si, par exemple, la loi des républicains, elle ne passe jamais l'Assemblée nationale, et même si la loi proposée par le Rassemblement national ne sera jamais examinée, il n'y aura jamais de débat parlementaire dessus, il faut vraiment prendre au sérieux le fait que Marion Maréchal, maintenant, et Zemmour aussi, ils sont en train de revendiquer le livre de Stern Muto, ils sont en train d'intervenir sur ça dans les débats médiatiques. Si vous regardez la profession de foi, les bulletins qui ont été distribués chez tous les Français, en réalité, de Reconquête, ça porte la lutte contre le wokisme, ça porte la lutte contre les personnes LGBT. C'est un nouvel axe, en réalité, de l'extrême droite à l'échelle européenne. Et donc, même si, par exemple, cette offensive législative, elle n'aura pas de fruits immédiats, en fait, on est en train de voir que l'extrême droite pose des bases pour des futures offensives encore plus radicales qui vont peut-être aller encore plus loin, et elle est en train de se renforcer sur fond de crises des régimes comme celui de Macron, qui n'ont cessé de se radicaliser, de se droitiser
stigmatisés et qui ont emprunté aussi beaucoup de points de programme à l'extrême droite en adaptant des lois comme la loi immigration. Et donc, on voit que ce climat réactionnaire qui a été instauré par des gouvernements de Macron, à l'échelle européenne, même par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce climat réactionnaire il est en train d'apporter ses fruits et en fait, l'offensive contre les personnes trans, c'est juste un sous-produit de ce climat, quoi. C'est un des éléments, c'est pas un seul unique élément, mais c'est un des aspects de ce climat. Merci beaucoup. Moi, d'ailleurs, par rapport à la loi, je l'avais dit dans une prise de parole, mais pour les gens qui sont là, je trouve que c'est important. Comme elle a été votée pour le coup au Sénat, elle a la possibilité d'être présentée à l'Assemblée nationale, qu'ils l'ont suffisamment adoucie pour qu'il y ait une partie parce que pareil, chez les macronistes, c'est pas si uni que ça au sein. Ils ont 245 députés, et dont certains qui se rapprochent beaucoup de la droite dure, comme on peut avoir ici avec Édouard Philippe et Horizon, qui est bien plus proche, malgré une étiquette centriste des LR, et voire même de certains discours du RN, avec le discours du racisme anti-blanc qu'Édouard Philippe a tenu dans une interview, qui voulait supprimer les accords d'Algérie, tout ça. Et que surtout le danger, comme expliquait Sacha, c'est à partir du moment où on peut redébattre de nos existences, comme ça avait été le cas avec le mariage pour tous, c'est-à-dire au lieu de faire juste voter la loi et qu'elle passe, ils ont relancé l'idée que c'était une notion qu'on pouvait débattre et qui avait besoin de l'avis de l'ensemble de la société pour que ce soit validé. Et en fait, à partir du moment où ils ont fait ça, les mouvements réactionnaires se sont réorganisés, et notamment en France, l'Église catholique a su mobiliser la manif pour tous, en reprenant les codes en plus des Pride et tout ça, parce qu'ils ont compris que ça réunissait. Donc c'est quelque chose d'assez important aussi, je pense, à avoir en tête, et que pareil, si cette loi passe telle qu'elle est là présentée, c'est déjà la loi la plus transphobe d'Europe, mais ils peuvent aller plus loin. Et moi, le gros danger que j'y vois, c'est qu'ils ont prévu dans la loi, si elle passe, qu'elle soit réexaminée dans 5 ans. Donc ça veut dire que quel que soit le gouvernement en place, d'office, ça sera réexaminé, en sachant que ça sera avec des notions... Il y a des gros mouvements chez les psychiatres. Alors, il y a des mouvements de soutien pour les personnes trans, mais il y a aussi des gros mouvements au sein du monde médical et tout ça, contre les transitions aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Enfin, bref. Et ça permet de rebondir sur la journée du 5 mai et ce qui s'est passé ensuite. Et je sais que c'est toi, avec les Invertis et d'autres personnes, je suis désolée pour ceux que j'ai oubliés, ne m'en voulez pas, qui ont lancé cette idée d'une mobilisation nationale. Et plutôt que ce soit chaque collectif, chacun de son côté, qu'on se réunisse. Et justement... quelle était l'idée derrière quand vous avez lancé la nature, les motivations politiques qu'il y avait, tout ça, sur cette remobilisation nationale de défense des droits trans? Sur ça, en fait, je pense que, je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où cette offensive législative médiatique, elle prenait de plus en plus d'ampleur. En fait, il y avait une espèce de sentiment d'inquiétude et d'anxiété qui était très répandu dans la communauté trans. Il y avait beaucoup de gens qui, même publiaient des publications en mode je suis tellement inquiète pour l'avenir, je suis inquiète pour mes enfants trans, etc., etc. Et en fait, il n'y avait aucune semblance de réponse collective à ces attaques. Et donc, nous, la volonté, du coup, avec le collectif Les Invertis, du coup, avec mon collectif du Point de Rose, avec des militants trans comme Morgan Noam, comme Lexi Agresti, c'était en fait de donner un canal d'expression politique à toutes ces personnes inquiètes, et de aussi répondre politiquement face aux offensives de l'extrême droite, et ne pas juste tenir le silence, ne rien dire, ne pas sortir dans la rue, parce que je pense que ce serait la pire réponse en réalité, d'être attentiste, d'être passif, alors que l'extrême droite est en train de concrètement diaboliser votre communauté à très grande échelle, parce qu'elle utilise aussi ses réseaux médiatiques, elle utilise ses réseaux politiques, et en fait elle a un moyen aujourd'hui de parler à l'échelle de masse à la population française. Vous voyez que l'extrême droite, je sais pas, du RN,
est en train de faire un travail de se déployer, d'aller partout dans les marchés, dans les kermesses, dans les plans d'événements publics, etc. Elle est en train d'établir des liens vraiment avec la population. Et après aussi, il y a tout un écosystème d'extrême droite, des médias d'extrême droite, les réseaux de médias de Bolloré. Et ils sont en train de travailler idéologiquement la population pour y instaurer en fait l'idéologie du racisme, de l'islamophobie, mais aussi maintenant de la transphobie. Et en fait, face à ça, vous ne pouvez pas juste vous contenter du fait de mener un travail pédagogique auprès de vos proches ou même de mener un travail pédagogique sur les réseaux sociaux. En fait, il faut faire une réponse politique. Ça, c'est primordial, c'est une chose essentielle. Et donc, nous, on voulait du coup ne pas juste organiser un rassemblement à Paris, mais vraiment essayer de coordonner une réponse nationale. Mais en fait même ce qu'on a essayé de faire avec le 5 mai, ça n'a rien d'évident parce que du coup, on a essayé de monter une mobilisation nationale en espace temporel de 10 jours. Alors que si vous voyez même la façon dont est organisé le mouvement LGBT, la façon dont est organisé le mouvement féministe, en fait, souvent, il se cantonne à des dates annuelles. Et donc, dans le mouvement féministe, c'est souvent le 8 mars, le 25 novembre, à la limite le 28 septembre, la journée pour les droits reproductifs. Mais sinon, en fait, il y a un élément où, dans beaucoup de villes différentes, le mouvement féministe, les associations féministes, les collectifs féministes se réunissent plusieurs fois dans l'an, mais avec des périodes d'activité intenses autour de ces dates annuelles, mais en réalité réagissent très peu à l'actualité nationale. Par exemple, quand il y avait la circulaire pour interdire les abayas, pour contrôler les filles musulmanes à la porte d'entrée des écoles, il n'y a eu aucune réponse du mouvement féministe français, quasiment, à part quelques communiqués très anecdotiques. Au-delà de ça, il n'y a eu aucune réponse organisée, aucune réponse politique, parce qu'en réalité, il faut le dire, le mouvement féministe, il priorise l'intervention le 25 et le 8 mars, et donc c'est une façon très routinière de mener une lutte politique. Et pareil, dans le mouvement LGBT, oui, il y a la marche annuelle Existence Inter, oui, il y a des prides, mais au-delà de ça, on fait très peu de choses en réalité qui sortent de ces calendriers annuels. Et donc, l'enjeu, et c'était un pari de le faire, c'était essayer est-ce qu'on peut en faire en 10 jours? C'est qu'habituellement, on fait pendant 12 mois, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, la préparation d'Existence Inter, c'est un an et c'est des dizaines de réunions. Est-ce qu'on pourrait accélérer ce processus et le faire vraiment en 10 jours de façon très volontariste, en contactant plein d'organisations, plein de collectifs, plein de personnalités? Est-ce qu'on peut assembler un très très large front politique autour d'une urgence aussi politique et de répondre très rapidement tant que cette situation elle dure? Et en fait, ce pari, on voit qu'il s'est avéré réussi, et je pense qu'on doit aussi tirer des leçons de ça pour la suite, parce qu'en fait, on a réussi en espace de 10 jours de contacter et de les faire signer plus de 800 collectifs, organisations, syndicats, personnalités, une tribune qui a appelé à la mobilisation du 5 mai avec un texte qui a été publié sur Politis, qui a été lu des dizaines de milliers de fois, et avec un contenu mais très radical qui appelle pas juste à se mobiliser contre l'extrême droite, mais qui défend une transition dépsychiatrisée, libre, gratuite, qui défend l'autonomie des mineurs trans, qui défend l'arrêt de mutilation des personnes intersexes, qui défend les investissements massifs pour les services publics pour assurer un accès réel aux droits trans. Et en fait, on a réussi à le faire signer quasiment toute la gauche politique et syndicale, et on a eu même des grandes centrales syndicales comme la CGT et Solidaire qui ont sorti des communiqués pour y appeler à la mobilisation du 5 mai, et au final, ça a été aussi, cet appel a été repris dans près de 50 villes de France et de Belgique, dans les toutes petites villes. Il y a eu même des collectifs trans qui se sont formés spécifiquement pour organiser cette journée. Dans les villes comme Pau, un nouveau collectif s'est créé. Dans certaines villes de Belgique, c'était pas des rassemblements, mais les gens ont fait des collages, etc. Et en fait, ça a servi d'un coup d'électrochoc à beaucoup de millions de militants LGBT qui étaient en espèce d'état de somnolence à attendre la prochaine période de Pride ou attendre l'arrivée de l'automne et du 25 novembre. Ça les a réanimés et ça les a poussés à organiser quelque chose. Et au final, on a eu 25 000 personnes qui se mobilisaient dans 50 villes dans une période où, en fait, à part le mouvement Palestine, en réalité, on a très peu de mobilisation sociale en ce moment. Et après, 25 000 personnes, évidemment,
il faut le relativiser. C'est pas non plus des millions de personnes qui se sont mobilisées contre la réforme des retraites. C'est même pas les 200 000 personnes qui se sont mobilisées le 8 mars. Mais en 10 jours, c'est quelque chose de conséquent. Et je pense que ça montre qu'en réalité, quand on a des offensives comme ça et quand l'extrême droite fait une campagne politique contre nous, on doit aussi répondre par le fait d'organiser une campagne politique, peu importe s'il y a Pride dans 6 mois ou dans 9 mois. On ne doit pas attendre les dates annuelles et on doit sortir de la routine. Et on doit aussi pouvoir, quand il y a une offensive concrète et tous les jours on entend des choses atroces, déshumanisantes à propos de notre communauté, etc., il faut aussi qu'on puisse montrer qu'on n'est pas juste des individus qui allons se recroqueviller chez nous et juste subir ça en ne disant rien, mais qu'on ait une force politique, qu'on ait un sujet politique et qu'on est capable aussi de s'adresser à d'autres forces qui nous dépassent, d'autres secteurs, pas juste au mouvement trans et LGBT, mais même au mouvement ouvrier, même aux syndicats, au mouvement qui est en train de lutter pour la Palestine, et qu'on peut être une force qui résiste à des attaques d'extrême droite et qui assemble un front très large pour y résister, quoi. Voilà. Justement, par rapport à ça, nous, c'était une problématique à laquelle on a été confrontés au Havre, et pour avoir suivi un peu les conversations de différents militants, différents collectifs et tout, notamment sur Twitter, mais même autres, c'est justement tout l'enjeu aussi de comment réussir à remobiliser politiquement en fait les luttes LGBT, et notamment faire prendre conscience aussi de toute cette répression d'État qui se met. On a pu le voir à Bordeaux, à Reims, enfin il y a quand même des endroits où ça se passe plus ou moins bien quand même sur l'ensemble du territoire, et comment réussir à faire justement de sortir du mois des fiertés, qui est super, hein, c'était trop bien, mais de remettre de la politique, mais au sens, pas dans le sens d'un parti, mais de vraiment de la mobilisation des personnes dans la construction. Et justement, on était curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, puisque nous, ça fait partie des sujets sur lesquels on s'interroge aussi et qu'on essaie de remettre dans le cadre du Havre. Nous, c'est assez local, mais c'est aussi notre objectif. Donc, voilà. Sur la remobilisation du mouvement LGBT, je pense qu'il faut qu'on revienne même sur l'état du mouvement LGBT à l'échelle nationale. Et moi, je me permets d'être un peu tranchante, mais à mon avis, l'état du mouvement LGBT, il n'est pas bon. Il faut le dire frontalement. Le souci aujourd'hui, vous voyez, le souci aujourd'hui, c'est qu'on a, en réalité, on voit que même notre principal mode d'expression politique, c'est-à-dire les prides à l'échelle nationale et internationale, sont devenus des espèces de grandes fêtes dépolitisées, institutionnelles. Dans beaucoup de villes, je sais que ce n'est pas le cas au Havre, mais dans beaucoup de villes, c'est organisé par les mairies, par même les régions, etc., qui le financent, qui même ont des chars à ces marches. Vous voyez que dans beaucoup de villes aussi, dans les grandes villes comme Paris, il y a aussi des chars de grandes entreprises qui arrivent à ces manifestations. Et pour moi, le fait que les prides sont devenus ça, c'est l'expression politique aussi de ce que devenu le mouvement LGBT d'un point de vue organisationnel, parce qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des organisations LGBT, que ce soit en France, mais même à l'échelle internationale, sont soit des ONG, soit des associations qui sont subventionnées par l'État, donc soit par la mairie, la région, la DILCRA ou d'autres institutions étatiques, et qui sont aujourd'hui en fait dépendantes politiquement de l'État. Et ça, en fait, souvent on le justifie que c'est nécessaire pour pouvoir organiser la vie communautaire, c'est nécessaire pour pouvoir faire de l'autosupport entre personnes qui sont marginalisées, qui sont précaires, qui sont opprimées. Et je ne conteste pas ces difficultés-là de faire ce travail communautaire. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a une situation où en fait, on fait face à un État qui se radicalise, un gouvernement qui est en train d'adopter, comme je disais, le programme politique de l'extrême droite, un État qui est en train de réprimer plein de couches sociales. Il ne s'agit pas juste de répression des immigrés, des expulsions à une échelle très importante qui est en train de mener l'État. C'est aussi la répression syndicale, c'est aussi des milliers de syndicalistes qui subissent la répression syndicale avec l'appui de l'État, avec le patronat, etc. C'est aussi même la communauté LGBT elle-même qui se trouve agressée par la police. Donc à Marseille, on a un flic en civil qui a éborgné un militant LGBT
antifasciste. À Reims, on a une militante de l'organisation de solidarité trans qui a été agressée par un flic en civil en plein Pride et qui a été embarquée en garde à vue et qui a subi des hématomes, etc. Et même à Bordeaux, tu disais, tu as aussi évoqué Bordeaux, mais à la Pride de Bordeaux, au cortège pour la Palestine, de la même manière, les flics ont interpellé, ont agressé une jeune militante queer racisée qui manifestait dans ce cortège pour la Palestine. Donc on a aussi, même aujourd'hui, l'État, qui est censé, quand on entend les secteurs plus libéraux LGBT nous dire que l'État va nous protéger face à l'extrême droite, l'État va nous protéger face aux réactionnaires, face à les manifs pour tous ou autres, mais l'État est en train de nous faire une offensive même, on le voit dans nos manifestations, c'est les agents de l'État, c'est la police qui est en train de nous mettre des coups de matraque, qui est en train de nous mettre de blocs, qui est en train de nous éborgner littéralement, comme elle le fait depuis des années avec les Gilets jaunes, comme elle le fait depuis des décennies avec les quartiers populaires. Et donc on a aujourd'hui une question qui est fondamentale de l'indépendance politique de l'État et aussi de quel mouvement LGBT on a besoin face à l'extrême droite qui progresse à l'échelle internationale, face au gouvernement qui est en train de nous piétiner dessus, qui est en train de mettre en place une austérité historique, qui est en train de faire des coupures budgétaires des milliards d'euros à l'éducation, à la santé, et qui est en train de, en réalité, nous enlever nos droits trans et LGBT reproductifs parce qu'il détruit le système médical même, le système de soins auquel on doit accéder si on veut, je ne sais pas, accéder à l'avortement, accéder à la PMA, accéder à nos transitions. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, la question de notre rapport de l'État, notre rapport à l'État et notre lecture de l'État, elle devient mais fondamentale et pas qu'en France, mais à l'échelle internationale. Et cette subordination qu'on voit à l'échelle internationale du mouvement LGBT à l'État, cet enchevêtrement, c'est aussi ONGisation, cette transformation des collectifs LGBT très radicaux à l'époque. On doit rappeler que quand même le mouvement LGBT, son acte fondateur à l'échelle internationale, c'est des révoltes contre les violences policières, non seulement à New York, à Stonewall, mais aussi à San Francisco. C'est aussi le fait que ce mouvement LGBT, à l'époque, il a été forgé dans le mouvement contre la guerre de Vietnam, il a été forgé dans les luttes antiracistes de l'époque, des figures trans à l'époque comme Sylvia Rivera. C'est pas juste des militantes trans ou LGBT, elles sont en train de lutter contre l'impérialisme états-unien qui est en train de brûler au napalm Vietnam, Saigon, etc. Elles sont en train de lutter à côté de Black Panther Party et de Young Words contre le racisme d'État. C'est ça l'origine en fait de nos luttes. Et au fil des décennies, ces traditions ont été perdues, on a subi une espèce d'amnésie collective et on est en train de voir que nos luttes sont en train de se faire détourner et dépolitiser par des acteurs institutionnels qui croient qu'il est possible de dialoguer avec l'État, qui croient qu'il est possible de moyenner avec cet État. Mais je pense qu'en 2024, la leçon principale qu'on doit tirer des derniers mois et des dernières années, qu'il n'y a pas vraiment de moyen de moyenner avec cet État ultra-réactionnaire et radical qui est en train de céder tout terrain à l'extrême droite et qui aujourd'hui porte la responsabilité principale en réalité pour la montée de l'extrême droite. Et donc je pense que tant qu'on ne pose pas cette question d'indépendance politique de l'État et de genre aussi quelle tradition politique on porte, à quel héritage on essaie de revenir dans nos luttes qui étaient radicales, qui étaient révolutionnaires, qui étaient anti-impérialistes, tant qu'on ne pose pas cette question-là, on ne pourra pas vraiment même continuer le sursaut qu'a été le 5 mai, parce que je pense que, oui, vous pouvez faire un petit coup d'éclat avec le 5 mai, mais la question c'est, de façon générale, comment est-ce qu'on s'organise et quel contenu politique on porte, c'est ça qui va déterminer la réussite de nos prochaines mobilisations ou non. Oui, alors des fois l'enchaînement, j'ai le temps que ça remonte au cerveau. Parce que j'écoute et donc après j'essaie de trouver un lien logique avec la question suivante. Justement, en fait, les deux questions suivantes, je vais les réunir en une parce que ça me paraît plus cohérent. En fait, c'est comment, une fois qu'on a fait cette analyse et imaginons on arrive à remobiliser tout le monde, c'est comment réussir aussi à faire comprendre
L'intérêt de la convergence des luttes, de la reconnaissance, tu en avais parlé pendant la conférence la semaine dernière, de Révolution permanente, mais ça m'est resté quand même sur le mouvement ouvrier, et pareil, refaire comprendre que ouvrier, c'est... En vrai, tous les prolétaires, c'est pas forcément l'ouvrier dans l'usine, mais c'est toutes les personnes qui sont en situation de précarité, quel que soit leur mode de précarité. Les personnes, on le voit avec la Palestine aussi, c'est important d'en parler. Et comment remettre justement la lutte contre l'impérialisme, parce que c'est une notion qui a été un peu... diffusée dans l'amnésie générale, et c'est vrai que quand on parle de notion d'impérialisme, les gens ont l'impression que les empires se sont arrêtés, notamment au niveau européen, alors que si on regarde, on voit bien que ce soit au niveau de la France et tout ça, on a en fait toujours nos colonies, on a juste changé la manière de... Voilà, c'est ça. Et ce qui se passe en Kanaki aussi, parce que c'est récent, mais c'est quand même très marquant. Et justement, comment on peut réfléchir à tout ça, et comment on peut réussir à mobiliser tout le monde et à comprendre que tout le monde y a un intérêt, et qu'il y a vraiment... que la notion de classe s'est perdue, et que pour moi elle est quand même assez fondamentale pour qu'on puisse unir, qu'on est tous concernés par ça en fait. Voilà, je sais pas si c'était clair comme question. Non, mais c'est voilà. Clair. C'est la question de... Je pense que je vais essayer de l'articuler comme tu l'as fait, mais je pense qu'il faut aussi comprendre, même au-delà juste de l'injonction morale de revenir à la tradition anti-impérialiste, ou juste injonction morale de faire de la convergence des luttes, parce que juste c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'il faut faire la convergence des luttes. Je pense qu'il est essentiel de comprendre qu'en réalité, le mouvement LGBT seul, le mouvement trans seul, le mouvement féministe seul, je ne pense pas qu'on ait les leviers nécessaires pour pouvoir parvenir à des victoires durables et totales, quoi. Je pense qu'il est vraiment essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, oui, le mouvement LGBT, certaines franges du mouvement LGBT peuvent porter une certaine radicalité politique, mais aujourd'hui, vous voyez que même des mouvements très puissants qui comptent des millions de personnes, comme le mouvement de retraite, n'ont pas le rapport de force suffisant pour faire reculer le gouvernement et pour faire retirer une réforme qui en réalité n'est pas totalement centrale. Il aurait pu reculer sur ça si on avait une mobilisation encore plus puissante, si on avait des grèves par exemple. Ça aurait été possible. Ce n'est pas quelque chose sur lequel c'est délirant d'imaginer qu'on aurait pu faire plier Macron. En réalité, si, on aurait pu gagner. Mais la question, c'est aujourd'hui de comprendre, si même des mouvements qui réunissent des millions de personnes comme le mouvement de retraite finissent par perdre, pour nous, c'est aussi à cause d'une certaine stratégie qui a été mise en place. Mais du coup, des millions de personnes se sont mobilisées pendant des mois et des mois et des mois. Ça n'a pas suffi. Pourquoi on pense que, par exemple, pour le mouvement LGBT, nos mobilisations à des centaines de milliers de personnes ou à 25 000 personnes, comme ça a été le cas le 5 mai, vont suffire pour faire plier Macron, pour faire plier les réactionnaires, pour faire reculer l'extrême droite. Donc, je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui, beaucoup de gens le comprennent intuitivement, parce que je parle avec pas mal de gens qui me disent aujourd'hui, ça ne sert à rien de manifester, on se mange des gaz lacrymogènes, on ne nous entend pas, même les médias ne représente pas nos manifestations, etc. Et je pense que cette intuition, elle est en réalité très juste, parce que les gens comprennent qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des marches climat à 500 000 personnes à Paris, et ça ne suffit plus pour faire bouger d'un iota la politique sur les questions environnementales du gouvernement Macron, qui ne va pas écouter la roue, en réalité, tant qu'elle se cantonne à des manifestations pacifiques, même hyper massives, même qui font en sorte que la ville de Paris est noire du monde, etc. Mais en réalité, ça ne suffit plus aujourd'hui pour en fait mettre un rapport de force suffisant pour obtenir des véritables victoires. Et donc nous, on doit aujourd'hui réfléchir comment on passe à une vitesse supérieure et comment on construit aussi des fronts, parce que je pense que le grand problème aussi, même il faut parler des limites aussi du 5 mai, mais le grand problème, la grande limite du 5 mai, c'est qu'on a mobilisé principalement des jeunes personnes LGBT, principalement des jeunes
femmes, des jeunes personnes trans, etc. Et moi, je suis ravi, je suis je trouve ça incroyable, c'est trop chouette qu'il y a des lycéens trans ou LGBT qui se mobilisent et qui comprennent l'importance des mobilisations politiques. Mais en fait, ça ne suffit pas aujourd'hui, même un tel nombre de personnes ou même juste un mode d'action qui est la manifestation ou le rassemblement. Ça ne suffit pas pour faire reculer un gouvernement aussi réactionnaire et aussi radicalisé. C'est pour ça que la question du mouvement ouvrier, elle est cruciale parce que le mouvement ouvrier possède aujourd'hui ce levier qui est l'outil de la grève, qui n'est pas juste le fait de mettre des gens dans la rue, qui n'est pas juste le fait de créer un nouveau sujet dans le débat public, des discussions médiatiques, mais qui en fait arrête des profits aux patrons, qui est en train de, une journée de grève nationale qui réunit des centaines, des milliers de travailleurs qui arrêtent la production, qui arrêtent la circulation. Ce sont des centaines et des centaines de millions au mois dans les poches du patronat, et donc il s'agit d'un rapport de force qui est tout à fait différent. Et je pense que pour nous, d'un point de vue stratégique, même d'un point de vue tactique, la communauté LGBT doit réfléchir aujourd'hui à comment construire ces alliances avec le mouvement ouvrier. Et c'est pas comme si on manquait d'exemples. Il y a des exemples, des liens qui ont été faits. Je sais pas, au Royaume-Uni, vous avez un film très connu qui s'appelle Pride, qui raconte l'histoire, qui est véridique, qui est vraie, du mouvement LGBT à l'époque, qui luttait côte à côte avec les mineurs contre la fermeture des mines dans l'Angleterre sous l'époque de Thatcher. Et c'était pas parce qu'il y avait ils ressentaient une espèce d'obligation morale ou que c'était une question morale d'aller soutenir les travailleurs, mais parce qu'en réalité aujourd'hui, si on se bat isolé du mouvement ouvrier, on ne pourra pas même aboutir à nos aspirations d'une autre société dans laquelle on aurait une véritable liberté du genre, dans laquelle on aurait une véritable émancipation pour les personnes queer, pour les personnes trans, pour les femmes, de façon générale. Ça ne sera pas possible. On pourra juste aller de victoire partielle à victoire partielle, mais nous, on doit poser aujourd'hui même la question du renforcement de ce système capitaliste, patriarcal, impérialiste, et qui est en train d'opprimer en réalité la majorité des populations sur cette planète, et qui est même en train de détruire les conditions de vie sur cette terre. On n'est pas nos parents, en réalité, on n'a pas le luxe, en réalité, d'utiliser les mêmes solutions qu'ils avaient à leur disposition il y a des décennies et de juste attendre sagement les prochaines élections. Nous, je pense que même les jeunes qui sont dans cette salle, vous ressentez le poids de notre époque qui est incroyable. La responsabilité politique qu'on a sur nos épaules, elle est incroyable parce qu'on est en train de voir qu'il y a une espèce de grande épée de Damoclès sur notre vie, qui est le réchauffement climatique, qui est en train de dézinguer potentiellement les conditions de vie pour des générations futures, même aussi pour des populations dans les pays du Sud, même qui est en train de rendre en ce moment même des terres, des territoires entiers inhabitables. Et donc, vous voyez qu'on va faire cette période dont je parlais de crise, de guerre qu'on est en train de traverser, elle est partie pour durer. En fait, on va voir d'autres guerres, d'autres génocides, des bouleversements, des cataclysmes de masse. Et donc, nous, on doit réfléchir de quel outil on se dote pour pouvoir faire face à ça. Et je pense que ni la routine militante, ni le mouvement LGBT isolé, ni la forme associative et dépendante de l'État ne convient plus à cette époque-là. C'était des outils qui étaient à disposition des générations précédentes, et même à l'époque, c'était erroné de les utiliser parce qu'on a vu où ça nous a mené. Mais nous, on doit aujourd'hui réfléchir comment on s'arme stratégiquement et politiquement face aux enjeux de l'époque. Et après, pour revenir aussi sur la question de l'impérialisme, ça c'est une question cruciale en réalité, parce qu'aujourd'hui, on a une perte totale des traditions anti-impérialistes, mais il faut le dire frontalement, l'État français dans lequel on est en train de vivre, dans lequel on est en train de militer, c'est un État impérialiste qui possède aujourd'hui une douzaine de colonies, qui est en train de participer, qui est en train d'assister logistiquement, politiquement, financièrement, militairement le génocide du peuple palestinien, qui est en train d'intervenir dans l'Afrique, dont les multinationales françaises sont en train de dévaster le continent africain, sont en train de détruire aussi l'environnement là-bas, qui ont dépouillé les peuples là-bas. Et aujourd'hui, on a dans une des colonies françaises une révolte
qui réclament l'indépendance, qui réclament la fin, l'avancement du processus de décolonisation. Et vous voyez que l'État français, il ne joue pas avec ces choses-là. Vous pouvez essayer de dialoguer avec lui peut-être sur la virgule dans un tel projet de loi et essayer de demander qu'il vous octroie un tel ou tel droit sur les questions LGBT, mais sur la question de l'impérialisme, sur la question d'oppression des migrants, sur la question d'oppression raciste, l'État français ne va jamais négocier, il ne va jamais bouger. Il est en train d'envoyer l'armée, le GIGN, toutes ces unités en réalité militaires, il a envoyé même la technique militaire, presque des chars, etc., pour réprimer une révolte d'un peuple qui a été colonisé par la France il y a près de 2 siècles. Donc c'est ça la nature de l'État français. Et c'est pour ça aussi que c'est profondément erroné de la part du mouvement LGBT, et il le fait de façon majoritaire. Vous voyez qu'il y a des associations trans, des associations LGBT, associations féministes qui vont rencontrer des ministres, qui attendent quelque chose de ce rendez-vous avec les représentants du gouvernement, mais on est en train de négocier avec les gens qui se retrouvent à la tête d'un appareil impérialiste qui opprime des peuples dans le monde entier. C'est genre, la France, c'est un des premiers exportateurs d'armes à l'échelle mondiale. La France, c'est un pays qui domine à travers le franc CFA un continent entier de ses anciennes colonies. Il faut regarder en face la réalité coloniale, impérialiste de l'État français. Il faut aussi qu'on se pose la question, quelle responsabilité politique on a en tant que personnes qui sont incontestablement on fait face à une oppression du genre, ça c'est évident, mais quelle responsabilité politique nous avons vis-à-vis de populations qui subissent d'autres types d'oppression, y compris de la part de l'État impérialiste, dont nous sommes peut-être des citoyens comme certains de cette salle, mais ces personnes-là à l'étranger sont en train d'être opprimées en ce moment même, elles sont en train de tuer par des obus qu'on produit des usines dans notre pays, et donc on doit se poser cette question-là. Et juste aussi pour revenir même à l'échelle locale au contexte vrai, moi je pense que je ne sais pas si vous avez vu passer dans les actualités, mais votre ville sera frappée par des suppressions d'emplois aussi dans les sites de Exxon, dans la pétrochimie, et il va s'agir de centaines et des centaines d'emplois qui seront touchés, et ça va potentiellement par ricochet toucher en réalité des milliers d'emplois, des milliers de foyers sur le moyen et sur le long terme. Et nous, on doit penser aussi, je ne dis plus la communauté LGBT, comment on intervient sur ces questions-là, comme à l'époque, comme je disais, dans l'Angleterre de Thatcher, les LGBT se posaient la question de lutter contre la suppression des mines. Et pour moi, ce n'est pas juste une question, encore une fois, de juste soutenir abstraitement le mouvement ouvrier, mais c'est aussi la question de lutte contre l'extrême droite, parce que vous voyez que dans le nord qui a été désindustrialisé, dans le nord de France, quand il y a eu des délocalisations des usines de métallurgie, même de manufacture, etc., en Europe de l'Est, ça a provoqué un climat de misère sociale tellement énorme que ça a permis à l'extrême droite de construire des bastions incroyables là-bas, et maintenant ils font des scores monstrueux dans ces territoires-là qui ont été délocalisés, qui ont subi des suppressions de points énormes. Et donc je pense qu'on doit aussi se poser la question de la lutte contre l'extrême droite. C'est pas juste le fait d'aller manifester dans la rue et porter nos identités et défendre les libertés du genre et crier à bas l'État, les flics et les fachos. C'est aussi concrètement aller sur des piquets de grève contre les fermetures des sites et construire une solidarité réelle par en bas avec le mouvement ouvrier. Parce que oui, vous pouvez aussi instaurer un rapport de force politique et forcer les centrales syndicales comme la CGT et Solidaire d'appeler à votre mobilisation à l'échelle nationale, mais c'est pas la même chose que construire des liens par en bas avec des ouvriers. C'est pas la même chose, parce que même les communiqués qu'on produit, les centrales syndicales, c'est très bien, mais quand on a vu après dans les différentes villes, dans les différentes mobilisations, les conséquences réelles, les mobilisations réelles des syndicats, en réalité, à Paris, le 5 mai, on a vu quelques drapeaux de CGT Paris, mais c'était pas une mobilisation incroyable, et le 26 mai, la CGT n'a même pas fait de cortège, on n'avait aucun drapeau CGT de la manifestation, et donc il y a une différence réelle entre le fait de mettre un communiqué et mettre le logo de la CGT de Solidaire sur un communiqué, et le fait de vraiment avoir des liens
avec le mouvement ouvrier et de démontrer au mouvement ouvrier qu'il a un intérêt stratégique lui aussi de s'allier avec votre cause et de s'allier ensemble contre l'extrême droite, parce qu'il ne s'agit pas juste de défendre d'une façon abstraite les droits LGBT ou le mouvement ouvrier face à la suppression d'emploi, mais de construire un bloc puissant face au gouvernement et face à l'extrême droite. Parfait. Nickel. Alors, il est 15h10. Et donc, on avait prévu quand même, parce qu'on avait discuté un peu tous les deux avant de faire ça, de terminer quand même par une touche un peu plus positive. Donc, je vais poser une question plus positive. Non, mais c'est important aussi pas de parler... On en prend plein la gueule, donc c'est bien aussi des fois de parler des choses qui réussissent. Enfin, je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Donc, dernière question plus positive. C'est quoi la société et la libération queer et trans pour laquelle ça vaut le coup de se battre? Et je trouvais que la question était super bien. Et comme ça permettra de finir sur une touche un peu plus pipou. Et après, il y aura peut-être un peu de temps pour des questions, mais je suis vraiment pas certain. Oui, la pipoucratie, mais pourquoi pas une fois qu'on aura gagné. Allez, s'il te plaît. Yes. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est pipou parce qu'en réalité ça permet de, ça permet de discuter en vrai de questions graves intéressantes, genre en fait comment on passe d'une lutte qui est aujourd'hui très à la défensive, c'est-à-dire qu'on est en train de faire face à des attaques de l'extrême droite en permanence, à un climat très réactionnaire et en train de se défendre concrètement, justement, oui, on défend aussi des droits, on réclame de nouveaux droits, mais ça reste quand même dans le cadre d'une société qu'on connaît, quoi, d'une société extrêmement oppressive, dans laquelle on subit tous de l'exploitation, dans laquelle on travaille dans les boulots de merde, dans laquelle en réalité, quand il s'agit même de liberté de genre, quelle liberté de genre en réalité dans la plupart des secteurs du monde du travail, en réalité, nos vies aujourd'hui, c'est une espèce de routine oppressive et aussi genre faire face à un avenir extrêmement sombre où aujourd'hui, en réalité, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du système capitaliste, que la fin de l'impérialisme ou que la fin du patriarcat. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment important de poser la question de notre société et de ne pas juste tout le temps être à la défensive face à l'extrême droite, mais vraiment poser un autre horizon. Et pour ça, il faut qu'on parle d'une chose qui me paraît importante et c'est la révolution, quoi. C'est genre, c'est pas, on a aujourd'hui, oui, beaucoup de luttes très partielles qui se battent chacune contre des oppressions qu'on peut subir ou contre une telle ou telle réforme, etc. Mais on doit poser aujourd'hui la question de comment on dépasse cette société et comment on va vers un horizon dans lequel, oui, chacun on aura une liberté de genre, une liberté d'expression absolue dans laquelle on aura une autonomie corporelle, dans laquelle des enfants trans pourront grandir en toute sécurité, dans laquelle expérimenter comme ils veulent et elles veulent avec leur genre, etc. Dans laquelle les enfants intersexes ne sont plus mutilés à la naissance, dans laquelle en fait même le genre, la façon dont on est divisé en hommes et en femmes dans le monde du travail, mais en fait en réalité même dans l'éducation depuis la naissance, en fait que tout ça devient de plus en plus un relique de passé, quoi. Et comment on passe à une époque dans laquelle ça est en train de dépérir et je pense que pour ça, pour passer à ce niveau-là d'avancement, je pense que pour ça, il faut un processus de réalité révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, vous voyez que oui, vous pouvez encore une fois faire des prides, organiser un travail pédagogique, on milite tous au quotidien et c'est très bien qu'on le fait déjà, mais ça ne permet pas
transformer les consciences des gens. Et je pense qu'on a aujourd'hui, on est dans une société où en fait on passe notre vie à essayer de travailler pour essayer de gagner notre vie. On est obnubilé par un quotidien qui est horrible, dans lequel des collégiens maintenant seront envoyés dans les collèges pour faire 10 heures d'études tous les jours, dans lesquels on est en train d'augmenter la cadence du travail, dans lesquels les gens travaillent parfois 2 boulots pour survivre. Et comment tu peux réfléchir, comment tu peux te poser dans cette société-là, et comment tu peux aussi même réfléchir sur ce que tu voudrais faire vraiment avec ton corps ou quoi que ce soit. Enfin, tu subis tout le temps des contraintes à la fois dans ton foyer, mais même dans le monde du travail, dans la société, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, la question de la révolution, elle n'est pas, c'est pas quelque chose d'abstrait ou que j'agite d'une façon, je sais pas, comme folklorique ou quoi que ce soit, mais c'est en fait un horizon qui est en réalité nécessaire aujourd'hui pour les combats des personnes LGBT et des personnes trans. Et je pense qu'on doit aussi se poser, pour moi, elle est aussi liée à la question organisationnelle. Parce que aujourd'hui, vous voyez que, comme je disais au début, il y a des offensives contre les personnes trans et LGBT à l'échelle internationale. Vous avez l'extrême droite qui va sortir vainqueur d'une élection européenne dans 27 pays et l'extrême droite qui se renforce de façon générale à l'échelle internationale. Et vous avez cette période très sombre en réalité de crise et de guerre. Et nous, on doit se poser la question de quelle unité organisationnelle on se dote, de quel outil on se dote pour pouvoir affronter ça, comment on se bat contre l'extrême droite, pas juste dans un seul pays, mais dans des dizaines de pays simultanément, et comment même dans un processus potentiel et révolutionnaire qui va arriver, parce qu'on est dans une époque de crise historique du système capitaliste, comment dans un processus révolutionnaire international comme ça, on puisse intervenir avec un outil qui est à la hauteur de la situation et qui peut aussi servir d'outil de direction politique à toutes les masses qui seront en lutte. Et moi, c'est pour ça que je suis organisée en tant que militante LGBT révolutionnaire dans une organisation révolutionnaire, du coup, dans du pain et des roses, dans Révolution permanente, et qui existe dans 15 pays du monde. Et moi, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est la façon la plus adaptée aujourd'hui à lutter contre l'extrême droite. Moi, il n'y a rien qui me rassure plus, en réalité, de savoir que quand moi, je milite contre l'extrême droite française, quand moi et mes camarades, on organise des choses en France, même parfois à l'échelle de plusieurs villes, etc., qu'en ce moment même, dans d'autres pays comme en Argentine, sous Javier Milei, aux États-Unis, face au retour potentiel de Donald Trump et face à un regain de l'extrême droite non institutionnelle qui manifeste beaucoup dans la rue, qu'il y a des camarades à l'échelle internationale qui sont en train de se mobiliser au même moment, simultanément, contre les forces réactionnaires et pour un autre avenir, pour un autre horizon. C'est pour ça que je pense que même la question de est-ce qu'on est organisé aujourd'hui, oui, évidemment, il faut s'organiser. Mais la question, c'est aussi comment on s'organise. Est-ce qu'on s'organise aujourd'hui face à cette époque-là qui est de merde, mais genre ultra réactionnaire? Est-ce qu'on s'organise aujourd'hui dans un collectif, dans une association, dans un, je sais pas, dans un mouvement vague, gazeux, comme celui de la France soumise? Ou est-ce qu'on s'organise dans une organisation révolutionnaire qui se construit à l'échelle internationale et qui se pose pour objectif de renverser le système capitaliste, qui n'est pas un système qui existe dans 4 ou 5 pays, qui est un système planétaire, qui est un système qui existe à l'échelle mondiale. Et donc, moi, je voudrais clairement de ne pas juste me battre pour la fin de la chute du gouvernement français, mais je vais me battre pour l'émancipation en réalité de l'humanité entière et des personnes LGBT qui vivent et de personnes opprimées de façon générale, qui vivent pas juste en France, pas juste en Russie parce que je viens de Russie, pas juste aux États-Unis, mais aussi en Palestine, aussi au Kanaki, dans tous les États colonisés et opprimés. Et aussi, en réalité, je pense qu'on doit aussi porter aujourd'hui un projet profondément internationaliste et qui se pose pour objectif de achever l'impérialisme et l'extrême droite et le capitalisme à l'échelle mondiale. Et pour ça, je pense qu'il faut une organisation révolutionnaire. Voilà. Et moi, je suis désolée, mais comme j'ai le micro, j'en profite, je pose direct une question. Si je suis...
D'accord. En fait, moi, la question qui me laisse dubitatif en tant que militant, et je pense pas que je sois le seul, c'est justement dans l'idée de porter un projet. C'est toujours une situation. Quel est le travail idéologique aussi de fond qu'on doit mener dans notre bord, dans le sens large, justement, pas juste LGBT, mais aussi de manière plus large, parce que je ne comprends pas comment une idéologie qui est profondément mortifère, comme celle de l'extrême droite, qui est vaincre en détruisant l'accès aux droits de tous, et quel est le travail que nous, on doit fournir en dehors de l'aspect révolutionnaire et tout ça, pour construire un projet qui donne envie de se dire, bah, oui, on va se battre avec toi parce que effectivement ton projet a l'air quand même vachement plus porteur. Et je me demandais comment toi tu l'abordais, parce que je sais que nous, par exemple, que ce soit au sein de la marche de la Poudrière ou même du AFD Lutte, c'est une réflexion qu'on a. C'est pour ça qu'on essaye de rencontrer plein de gens et de faire aussi un travail de fond qui sort de l'organisation syndicale et politique basique, de juste organiser des manifestations et tout ça, et qu'on organise aussi ce genre de moments, en fait, c'est pour rencontrer des personnes et tout. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un truc qui... Enfin, moi, là, pour le coup, je vais parler juste pour moi, me laisse vraiment très dubitatif quand j'entends les discours d'extrême droite. Et sincèrement, je comprends la misère sociale, je comprends la précarité. Enfin, c'est des choses que j'ai pu traverser. Pour autant, j'ai jamais adhéré à des idées mortifères. Enfin, c'est ce fossé-là, je sais pas trop comment le passer, en fait. Je pense que c'est vraiment une question importante parce que je lisais ce matin un peu une analyse de la progression du vote du Rassemblement national, et là c'est en train de devenir un phénomène vraiment d'échelle incroyable. On va voir si ce soir il dépasse le seuil de 30% aux élections européennes. C'est possible, mais l'analyse du vote, il était très intéressant parce que ça montrait que ça progressait pratiquement dans toutes les couches de la population, dans les couches plus cadres supérieurs, dans les couches plus ouvriers, même dans l'éducation nationale. Il y a 15% des enseignants qui comptent voter RN. Dans la jeunesse, c'est pas aussi important, mais quand même, ça progresse. Et vous avez vu même des commentaires sur Arte, il y a un documentaire récemment sur la jeunesse fan de Bardella, du Rassemblement national, etc. Oui, il y a un travail idéologique, politique très conséquent de la part de l'extrême droite qui a été mené. Et aujourd'hui, on ne doit pas, je pense qu'on ne doit pas le aborder d'une façon morale, parce que c'est dur de parler d'une façon morale quasiment de la moitié de la population. Donc on doit réfléchir comment on les arrache à l'extrême droite et comment aussi on démasque la nature de l'extrême droite qui est en réalité profondément antisociale, qui ne représente rien, une alternative à Macron, et qui est genre une force pro-patronale, évidemment raciste, etc., mais surtout qui ne va offrir aucune alternative économique à la population française. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut mener un travail idéologique, qu'il faut mener un travail même d'élaboration théorique, qu'il faut organiser des événements comme ça pour vraiment discuter politique profondément. Mais après, je pense que aussi, on a vu même des exemples très récents où l'extrême droite a été mise à la défensive, et le mouvement de retraite en a été l'illustration. Moi, j'étais très frappé par le fait que l'extrême droite a été reléguée quasiment au troisième plan de la vie politique pendant plusieurs mois, parce qu'il y avait une mobilisation sociale très importante, et en fait, ça a remis au centre du débat public la question de nos conditions de vie, la question des retraites, la question du travail, et on avait même à BFM TV, on avait des dirigeants syndicaux des secteurs comme les éboueurs, etc., et qui avaient beaucoup de temps de parole, alors que l'extrême droite, elle était interdite de manifestation. En réalité, elle ne s'opposait pas véritablement à la réforme des retraites non plus. Elle essayait de faire un peu les morts, de ne pas trop se montrer, etc. Et je pense que on doit réfléchir aussi au fait que, oui, si on subit tout ça, et si on subit entre autres l'offensive anti-trans, c'est parce que aussi on a une année où il y a eu très peu de mobilisation sociale, où il n'y a pas eu une seule grève
une seule journée de grève nationale entre pro qui a été appelée par l'intersyndicale. Et c'est aussi parce qu'on manque de mobilisation. Il y a eu juste le mouvement pour la Palestine. C'est aussi parce qu'on est grave à la défensive et qu'on est passif en réalité face à leur attaque qu'ils se permettent d'aller toujours plus loin et que en réalité, pour moi, c'est même le score que va faire RN, Reconquête, toutes les forces de droite en France, c'est aussi l'expression électorale de la défaite du mouvement de retraite. Et donc, nous, on doit réfléchir profondément, genre, comment est-ce qu'on revient à cette combativité-là qu'il y avait juste un an et comment on pose un bilan de la défaite du mouvement de retraite et à quoi elle était due. Parce que vraiment, je pense que la seule manière de travailler les consciences à l'échelle de masse, comme le fait l'extrême droite, pour nous, pour la gauche, pour l'extrême gauche, etc., pour les personnes LGBT, etc., c'est dans le cadre d'une mobilisation sociale parce qu'on n'aura jamais les médias les médias qu'à l'extrême droite, n'aura jamais le temps d'antenne qu'à l'extrême droite. La seule chose pour nous d'exister politiquement, c'est par la force de mobilisation et c'est par la rue, c'est par le fait d'organiser par en bas cette mobilisation à travers des assemblées générales. C'est là où on va pouvoir toucher beaucoup de gens et essayer de changer même des consciences qui ont été séduites actuellement par l'extrême droite et qui ont aujourd'hui beaucoup d'illusions sur le fait que l'extrême droite représenterait une véritable alternative face à Macron. Et je pense que aussi même la situation en Argentine qui est en train de se dérouler, elle est très édifiante parce que vous avez aussi du coup la figure de Javier Milei qui est arrivée et qui était aussi genre qui a fait une percée incroyable à partir de rien. C'était pas une figure installée dans le paysage médiatique et qui a incarné beaucoup l'alternative à la gauche institutionnelle qui régnait pendant des décennies. Et du coup, la figure de Milei, c'était une espèce de réponse de colère, une espèce de politicien prétendument non institutionnel et qui allait bouleverser tout et qui allait tout mettre la caste, parce qu'il parle beaucoup de la caste, bannir la caste, genre tout renverser, comme la figure de Trump aussi un peu. Mais on voit qu'après son arrivée au pouvoir, avec toutes ces politiques qui sont encore plus austéritaires, qui sont ultra radicales, qui attaquent le mouvement ouvrier, etc., il y a une déception très rapide en réalité de son projet politique dans plein de couches qui l'ont soutenu au présidentiel, une chute de soutien très importante. Donc il faut aussi se dire que oui, le soutien à Bardella, à Le Pen, à RN, à Reconquête, il progresse, mais parce que les gens aussi ont des illusions sur ce qu'ils pourraient incarner au pouvoir. Mais si en 2027, par exemple, l'extrême droite devait arriver au pouvoir, il faut aussi se dire qu'en réalité, le soutien dont elle bénéficie aujourd'hui, les gens ne sont pas jusqu'au moelle dans leur gène d'extrême droite. En réalité, c'est juste un soutien qu'ils apportent comme expression de leur colère contre Macron et contre toutes les offensives sociales de Macron. Il y a aussi une séduction évidemment de l'idéologie raciste que l'extrême droite essaie d'instaurer dans le débat public, mais il faut se dire aussi que par exemple si l'extrême droite devait arriver au pouvoir, c'est pas la fin du monde non plus pour nous. C'est pas on ne doit pas face à ça juste quitter le pays et baisser les bras et ne plus jamais se mobiliser. En réalité, il va falloir voir les fragilités de l'extrême droite au pouvoir et que la déception qu'elle pourra provoquer chez son électorat quand il va mettre en place le même programme pro-patronal, le même programme antisocial que ses prédécesseurs et voire encore pire. Voilà. Moi, j'ai une question. Toi, tu as une question? Seulement si tu parles dans le micro. Oui, j'ai juste une question, mais elle va être désagréable. Il est sorti il y a quelque temps un article de la part d'une ONG sur la corruption mondiale sur le réseau Atlas, qui est un réseau libertarien. Je pense que tu en as entendu parler. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, le réseau Atlas, c'est un collectif de think tanks libertariens alimentés par des gens qui ont beaucoup d'argent. Et Javier Milei, c'est eux qui l'ont propulsé. Donald Trump, il le finance. Chez nous, des idées comme justement, il est probable que la loi anti-trans, elle a été aussi poussée par ce think tank.
Chez nous, c'est l'IFRAP, c'est tous ces gens qu'on voit sur les plateaux, des experts qui ne connaissent rien, mais qui en fait mentent à longueur de journée, mais qui ont un pouvoir d'influence extrêmement important. Comment, justement, on fait pour lutter face à ces gens qui ont accès à tout? Tu as parlé des AG, tu as parlé de l'internationalisme révolutionnaire, mais c'est une forme d'internationalisme révolutionnaire, le réseau Atlas, mais c'est de la révolution réactionnaire. Et comment on fait pour parce que eux vont vite, ils ont des moyens que nous, on n'aura jamais. Et on sait que les AG, c'est efficace, mais c'est lent. Comment on arrive à justement gérer cette différence de vitesse? Voilà, c'est une question un peu compliquée, je suis désolé. Je risque de me répéter en vrai, mais parce que je pense que j'ai déjà en partie répondu à cette question, mais oui, pour moi, l'extrême droite, il faut la vraiment prendre au sérieux. Elle s'organise à l'échelle internationale, elle a ses propres réseaux, il y a un réseau comme Atlas libertarien, il y a des réseaux évangéliques, elle est extrêmement structurée à l'échelle internationale. Je ne sais pas, Bolloré, il y a des médias en France, actuellement il est en train d'acheter des médias en Afrique. Des figures comme Rupert Murdoch possèdent des réseaux internationaux des médias d'extrême droite en Australie, c'est Sky News, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc oui, ils sont en train de mener un travail idéologique à l'échelle internationale. Je ne sais pas, des idéologues comme Steve Bannon qui a soutenu la candidature de Trump. Lui, il dit ouvertement, mon projet, c'est pas juste conquérir le pouvoir aux États-Unis. Il vient au forum régulièrement en Europe. Il rencontre Orban, il mène un travail de renforcement de l'extrême droite à l'échelle européenne. Vous avez même le congrès récent de Vox en Espagne qui a été fait, où il y avait toutes les figures de l'extrême droite internationale qui sont venues. Il y avait Milei, il y avait Meloni, il y avait Le Pen, etc. Même à l'échelle européenne, les blocs de l'extrême droite vont potentiellement, s'ils vont faire un score incroyable, même les blocs de l'extrême droite dans le Parlement européen, peut-être qu'ils vont faire, c'est une vraie hypothèse, qu'ils vont faire une coalition pour pouvoir élire un nouvel président de Commission européenne. Donc vous voyez que l'extrême droite et la bourgeoisie de façon générale, ils ne se rechignent pas de s'organiser au max à l'échelle internationale. Ils ont un projet politique extrêmement clair. Ils veulent mettre en place des régimes archi-réactionnaires, ultra pro-patronaux, etc. Ils veulent nous dépouiller ils veulent nous, comment on dit ça, genre avec les ponts essorés jusqu'à dernière goutte. Donc, je pense qu'il faut jamais sous-estimer la radicalité de la bourgeoisie et son niveau d'organisation et de préparation. Et donc, c'est pour ça aussi que je disais, pour moi, la forme organisationnelle de collectif ou association, c'est insuffisant pour les enjeux de l'époque. Il faut qu'on se dote aujourd'hui aussi des outils qui nous permettent de combattre ces forces-là à l'échelle internationale, et il faut qu'on réfléchisse comment on se dote d'un outil qui nous permet d'augmenter considérablement notre force de frappe, et comment on sort aussi de positions des individus impuissants qui ne sont pas organisés politiquement, et comment on sort de cette position et comment on devient, comment on commence à faire partie d'un projet qui est capable de mener un véritable bras de fer avec les forces de répression de l'État, avec sa police, avec son armée, mais aussi avec cette extrême droite qui nous attaque à l'échelle internationale. Et donc, pour moi, encore une fois, la réponse organisationnelle à ça, c'est une organisation révolutionnaire qui se construit à l'échelle internationale, comme ça a été le cas même on a une histoire du mouvement ouvrier, une histoire des mouvements révolutionnaires. On a eu l'exemple des internationales révolutionnaires qui existaient à l'époque et qui, en réalité, n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Notre organisation, elle existe dans 15 pays du monde. À l'époque, des internationales révolutionnaires, elles existaient dans des dizaines de pays du monde. Elles comptaient en son sein des organisations qui avaient des centaines de milliers de militants. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est comment on revient à cette époque-là. À l'époque, le mouvement ouvrier organisé de cette manière-là, il était la terreur de la bourgeoisie. Il y avait même un spectre, un très réel spectre après la révolution russe. Il y avait un très réel spectre d'une potentielle révolution mondiale. C'est pour ça aussi que, quand il y avait la révolution russe, 14 pays du monde, 14 pays capitalistes, ont envahi la Russie pour empêcher que ça se répande partout. Donc, nous, on doit revenir à cette position où, en fait, ce n'est pas nous qui sommes à la défensive, ce n'est pas nous qui vivons de la terreur, ce n'est pas nous qui sommes
en train de lire tous les jours des rapports sur le réseau Atlas ou je ne sais pas quoi, mais c'est la bourgeoisie qui doit être dans cette position d'anxiété quotidienne face au mouvement ouvrier, au mouvement antiraciste, au mouvement LGBT, qui se dote d'un outil organisationnel capable d'effrayer profondément la bourgeoisie et la faire craindre pour son avenir. Donc voilà, je voudrais finir sur ça parce que je dois filer à Paris, mais merci. Et juste, je te dis merci, je sais que là, tu es vraiment pressé, vu l'heure. Je suis désolée pour ceux qui voulaient poser plus de questions et tout ça. Hein? Oui, d'ailleurs, pourquoi tu files à Paris aussi vite? Oui, bah, du coup, juste on fait une émission justement sur les élections européennes avec Révolution Permanente. Du coup, c'est sur notre Twitch. Et du coup, c'est pour participer à ça et pour discuter un peu des mêmes sujets qu'on a abordés, que je dois filer, prendre le train. Mais du coup, n'hésitez pas à vous connecter. C'est ce soir sur Twitch. Voilà. Ça marche, ben, Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Si elle a eu son train ou pas. Mais oui, mais oui.